Un président est capturé et le monde retient son souffle. Ce n'est pas décrit comme un simple enlèvement. C'est un acte politique qui teste la solidité des souverainetés et qui suggère que ceux qui refusent l'ordre imposé risquent des représailles, des sanctions et un isolement calculé. Ibrahim Traoré y voit un signal plus large. Si la puissance doit se montrer ainsi, que dit-elle de ses limites et jusqu'où la peur peut-elle remplacer la persuasion auprès des nations du Sud? Derrière l'incident, une bascule se prépare, lente mais réelle, pour tous ceux qui observent en silence. Cette analyse propose une lecture structurée de l'événement et de ses conséquences en s'appuyant uniquement sur les éléments présents dans le contenu source. Elle vise à montrer ce que cette capture change concrètement pour l'équilibre international, au-delà de l'émotion immédiate et des déclarations officielles. Le bénéfice pour le spectateur est clair. Comprendre en 10 minutes de lecture ce que d'autres récits dispersent en slogans et en indignation sans suite. Derrière l'acte lui-même se cachent des enjeux systémiques, la crédibilité des sanctions comme outil politique, la réaction des nations du Sud face à la pression et la capacité réelle des grandes puissances à imposer encore un ordre unipolaire sans provoquer d'effets inverses. Ce cadre permet aussi de distinguer ce qui relève du message intentionnel envoyé par Washington et ce qui, au contraire, échappe à son contrôle, notamment les dynamiques de solidarité, de réalignement et de contestation silencieuse qui s'installent progressivement. La question centrale n'est donc pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cet épisode rend désormais inévitable. La capture du président vénézuélien n'a pas seulement provoqué une réaction diplomatique immédiate, elle a déclenché une reconfiguration plus profonde des perceptions internationales, mesurable par l'ampleur et la rapidité des réactions politiques observées dans plusieurs régions du monde. En quelques jours, des États d'Amérique latine et d'Afrique ont exprimé publiquement leur solidarité, tandis que d'autres, plus dépendants économiquement, ont choisi le silence, révélant une ligne de fracture déjà existante mais rarement aussi visible. Pour comprendre cette séquence, il faut replacer l'événement dans une trajectoire plus longue. Depuis des décennies, les États-Unis utilisent une combinaison de pression économique, diplomatique et parfois militaire pour contraindre des gouvernements jugés récalcitrants. L'Irak, la Libye et l'Afghanistan sont cités dans le contenu source comme des précédents, toujours justifiés par la défense de la démocratie ou des droits humains, mais suivis de conséquences durables pour les populations civiles et la stabilité régionale. Dans ce contexte, l'intervention contre le Venezuela apparaît moins comme une rupture que comme une accélération. Ce qui change, en revanche, c'est le moment historique. Le monde n'est plus strictement unipolaire et les alternatives géopolitiques existent désormais de manière crédible. Ibrahim Traoré souligne que cette démonstration de force survient précisément alors que de nombreuses nations du Sud prennent conscience de leur poids collectif et de leur marge de manœuvre, même limitée. Le message officiel envoyé par Washington se veut dissuasif, mais son interprétation varie selon les publics. Pour certains gouvernements, il s'agit d'un avertissement clair. Pour d'autres, c'est la preuve que l'ordre international actuel repose de plus en plus sur la contrainte plutôt que sur le consensus. Cette ambiguïté est centrale car elle alimente à la fois la peur et la résistance. Ainsi, l'événement agit comme un révélateur. Il expose les mécanismes de domination existants, mais aussi leurs limites. Il montre que l'usage répété des sanctions et de la pression directe peut produire un effet inverse, en renforçant la solidarité entre pays ciblés et en accélérant la recherche d'alliances alternatives, un mouvement que le discours d'Ibrahim Traoré met explicitement en lumière. Pour suivre les effets concrets de cette séquence, le contenu source s'appuie sur une figure qui sert de fil conducteur.
Ibrahim Traoré. Son regard n'est pas présenté comme celui d'un observateur lointain, mais comme celui d'un dirigeant issu d'un espace déjà confronté aux pressions économiques, politiques et sécuritaires évoquées. Cette position lui permet de relier l'événement vénézuélien à une expérience plus large vécue par de nombreux pays africains et latino-américains. À court terme, l'impact se manifeste d'abord sur le plan symbolique. La capture du président vénézuélien agit comme un choc psychologique, à la fois pour les gouvernements et pour les opinions publiques. Elle rappelle que la souveraineté reste conditionnelle face à une puissance capable d'intervenir sans passer par des cadres multilatéraux clairs. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Ce type d'action redéfinit ce que signifie réellement être indépendant dans le système international actuel. Mais les effets ne sont pas uniquement symboliques. Très rapidement, des mouvements internes de résistance se renforcent au Venezuela, tandis que, sur la scène internationale, des États réévaluent leur positionnement. Certains choisissent dedans la prudence et le silence par crainte de représailles économiques, d'autres commencent à afficher plus ouvertement leur solidarité. Cette divergence révèle une hiérarchie implicite entre les nations, fondée moins sur le droit que sur la vulnérabilité économique. À travers cette lecture, le personnage guide permet de relier l'événement à une dynamique plus large, celle d'un réveil progressif des pays du Sud. L'épisode vénézuélien n'est plus isolé, il devient un exemple parmi d'autres d'un système perçu comme déséquilibré. Et l'essentiel devient alors très concret. Ce qui arrive à un pays aujourd'hui sert de test grandeur nature pour tous les autres demain. La séquence débute par un acte présenté comme ciblé et maîtrisé. La capture du président vénézuélien est annoncée comme une opération nécessaire, inscrite dans une logique de maintien de l'ordre international. Le message initial est simple. Défier Washington expose à des conséquences immédiates. Dans les premières heures, la communication officielle insiste sur la légitimité de l'action et sur son caractère dissuasif, cherchant à cadrer la lecture avant que d'autres interprétations ne s'imposent. Très vite cependant, la dynamique s'élargit. Sur le plan interne, le Venezuela entre dans une phase de tension accrue. Les institutions sont secouées, mais contrairement à l'effet escompté par les partisans de la pression extérieure, les mouvements de résistance se consolident. L'événement agit comme un catalyseur politique, renforçant l'idée que la menace vient de l'extérieur plutôt que d'un dysfonctionnement purement interne. Cette réaction constitue le premier décalage entre l'intention affichée et l'effet réel. Sur la scène internationale, la montée en puissance est progressive mais nette. Des pays d'Amérique latine et d'Afrique expriment leur solidarité, parfois de manière prudente, parfois plus explicite. D'autres choisissent l'abstention et le silence, révélant une crainte tangible de sanctions secondaires. Cette phase intermédiaire est marquée par une polarisation croissante, soutien, prudence ou alignement tacite. Ibrahim Traoré observe que cette fragmentation n'est pas nouvelle, mais qu'elle devient plus visible à mesure que les coûts du non-alignement augmentent. La troisième étape correspond aux répliques économiques et diplomatiques. Les sanctions sont durcies, les menaces d'isolement financier se multiplient et l'accès à certains marchés se complique. Dans le même temps, des discussions parallèles s'intensifient avec des partenaires alternatifs. La Russie et la Chine apparaissent comme des acteurs clés de cette phase, non pas comme des sauveurs désintéressés, mais comme des opportunités de diversification pour un pays sous pression. Le simple fait que ces options existent modifie déjà le rapport de force. À mesure que ces répliques se déploient, un effet de contagion se produit. Des nations riches en ressources naturelles, qui se savent et potentiellement vulnérables à des mesures similaires, commencent à tirer des leçons préventives.
Elles renforcent leurs alliances régionales, diversifient leurs canaux financiers et réévaluent leur dépendance au système dominé par les États-Unis. Ce mouvement reste discret, mais il est structurant. Enfin, la séquence se prolonge par des effets différés. L'acte initial, censé affirmer une domination, finit par nourrir une dynamique de contestation plus large. Ibrahim Traoré souligne que ce type d'enchaînement révèle une transformation profonde. L'usage répétitif de la contrainte ne produit plus seulement de la soumission, mais aussi de l'adaptation, et parfois de la résistance coordonnée. Ce qui commence comme un événement isolé devient ainsi un jalon dans une trajectoire plus longue de recomposition géopolitique. Le cœur de l'argument repose sur des données chiffrées qui permettent de mesurer l'écart entre l'objectif affiché des sanctions et leurs effets réels. Le premier indicateur est macroéconomique. Entre 2014 et 2020, le produit intérieur brut du Venezuela a chuté d'environ 60%. Ce chiffre ne décrit pas seulement une récession sévère, il signale un effondrement structurel qui réduit la capacité de l'État à financer les services publics, à importer des biens essentiels et à stabiliser sa monnaie. Le deuxième indicateur concerne l'inflation qui a dépassé les 2000% par an sur certaines périodes. Une telle inflation ne se limite pas à une hausse des prix, elle détruit les mécanismes de confiance économique, rend l'épargne impossible et transforme le salaire en variable instable. Pour la population, cela signifie que même lorsque des revenus existent, leur valeur s'érode plus vite que la capacité à s'adapter, créant une insécurité permanente dans la vie quotidienne. Le troisième indicateur touche directement au social. Plus de 90% de la population vénézuélienne vit sous le seuil de pauvreté. Ce pourcentage permet de comprendre que les sanctions ne frappent pas uniquement des élites politiques, mais l'ensemble de la société. Il traduit une généralisation de la précarité où l'accès à l'alimentation, aux soins et aux infrastructures de base devient un défi constant plutôt qu'une exception. Ces chiffres prennent une dimension supplémentaire lorsqu'on les relie aux effets indirects mentionnés dans le contenu source. Les sanctions ont entraîné une réduction significative des importations de médicaments, aggravant une crise sanitaire déjà existante. Selon des estimations relayées par les Nations Unies, plus de 20 000 personnes seraient mortes en 2 ans en raison du manque de soins médicaux de base. Ce lien entre pression économique et mortalité évitable illustre la chaîne de causalité humaine derrière des décisions présentées comme techniques ou diplomatiques. À l'échelle internationale, l'effet ne s'arrête pas aux frontières vénézuéliennes. Les pays soumis à des sanctions cumulées auraient enregistré, sur 2 décennies, des pertes avoisinant les 1 000 milliards de dollars. Ce chiffre global montre que la sanction est devenue un instrument massif, aux conséquences systémiques et non un outil ponctuel. Il explique aussi pourquoi de nombreux États cherchent activement des alternatives financières et commerciales. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces données pour souligner un point central. La contrainte économique produit des résultats mesurables, mais pas nécessairement ceux attendus par ses promoteurs. Elle affaiblit les sociétés, mais elle incite aussi les gouvernements à se réorganiser, à diversifier leurs partenariats et à remettre en cause l'architecture financière dominante. On voit alors clairement l'écart entre le point de départ et ce que la pression déclenche réellement. Plus elle augmente, plus les stratégies d'évitement et de solidarité se développent. Ainsi, les chiffres ne servent pas seulement à quantifier une crise. Ils permettent de comprendre pourquoi l'épisode vénézuélien est observé avec autant d'attention ailleurs. Pour de nombreux pays du Sud, ces données fonctionnent comme un avertissement chiffré. Ce qui est présenté comme un levier de changement peut devenir un facteur durable d'instabilité et de réorientation géopolitique.
Les partisans des sanctions et des interventions ciblées avancent deux arguments principaux pour justifier ce type d'action. Le premier repose sur l'idée de maintien de l'ordre international. Selon cette lecture, frapper économiquement ou politiquement un régime jugé autoritaire permettrait de défendre des principes universels comme la démocratie et les droits humains, sans recourir à une guerre ouverte. La pression serait alors présentée comme un mal nécessaire, destiné à éviter des violences plus grandes et à protéger les populations à long terme. Le second argument est plus stratégique. Les sanctions seraient un levier pour forcer un changement de comportement interne. En affaiblissant l'économie, on créerait un mécontentement populaire susceptible de se retourner contre les dirigeants en place. Cette logique suppose que la population, confrontée à la dégradation de ses conditions de vie, finira par exiger un changement politique rendant l'action extérieure indirectement efficace et moins coûteuse qu'une intervention militaire directe. Ces arguments ne peuvent être écartés sans examen, car ils s'appuient sur une vision cohérente du pouvoir et de la dissuasion. Toutefois, le contenu source met en évidence plusieurs limites empiriques. Dans le cas du Venezuela, la pression économique n'a pas conduit à un effondrement du pouvoir politique, mais plutôt à un renforcement de la solidarité nationale face à une menace perçue comme extérieure. L'effet attendu de fragmentation sociale s'est, au moins en partie, inversé. Une autre faiblesse de cette approche réside dans la sous-estimation des alternatives géopolitiques. La stratégie des sanctions suppose un isolement durable. Or, l'émergence de partenaires non occidentaux offre des voies de contournement. Les alliances avec la Chine ou la Russie, même imparfaites, réduisent l'efficacité de la contrainte et prolongent la capacité de résistance des États ciblés. Ce facteur était moins déterminant il y a plusieurs décennies, mais il devient central dans un contexte multipolaire. Enfin, l'argument humanitaire se heurte aux conséquences mesurables sur les populations civiles. Les données sur la pauvreté, la santé et l'accès aux biens essentiels montrent que le coût humain est immédiat, tandis que les bénéfices politiques restent hypothétiques. Ibrahim Traoré insiste sur ce décalage. Une politique conçue pour corriger des comportements étatiques finit par pénaliser des sociétés entières, sans garantie de résultats politiques. Ainsi, le raisonnement le plus favorable révèle une tension fondamentale. Les sanctions peuvent être logiques sur le papier, mais leurs effets réels soulèvent une question cruciale. Jusqu'où un outil peut-il être considéré comme légitime lorsque ses conséquences contredisent ses objectifs affichés? Ce qui semblait être une démonstration de puissance commence à produire un effet inattendu sur la structure même des relations internationales. Au lieu d'isoler durablement le Venezuela, l'épisode accélère une recomposition déjà en cours, où les pays du Sud cessent progressivement de se percevoir comme des acteurs périphériques. Cette bascule n'est pas spectaculaire, mais elle est cumulative, faite d'ajustements, de nouveaux réflexes diplomatiques et de calculs à long terme. Ibrahim Traoré met en avant ce changement discret mais décisif. Selon lui, la capture du président vénézuélien agit comme un révélateur collectif. Elle montre que la contrainte directe, lorsqu'elle devient trop visible, perd une partie de son pouvoir dissuasif. À partir de ce moment, la question n'est plus seulement de savoir comment éviter la sanction, mais comment réduire structurellement la dépendance qui la rend possible. Concrètement, cela se traduit par une intensification des échanges sud-sud, par une recherche accrue de mécanismes financiers alternatifs et par une coordination politique plus affirmée dans les forums internationaux. Ces mouvements restent fragmentés, parfois contradictoires, mais ils dessinent une tendance commune. Les pays concernés ne cherchent pas nécessairement l'affrontement, ils cherchent à élargir leur marge de choix. La révélation centrale est donc la suivante.
L'acte initial, censé figer l'ordre existant, accélère en réalité sa remise en question. Ce déplacement du centre de gravité ne garantit pas un avenir plus stable, mais il modifie profondément les paramètres du jeu. À partir de là, les conséquences ne concernent plus un seul pays, mais l'ensemble des acteurs pris dans cette transition vers un monde moins unipolaire et plus contesté. Les effets de cette reconfiguration se manifestent différemment selon les acteurs concernés, mais ils convergent vers une même réalité. L'événement dépasse largement le cadre vénézuélien. Pour les États, la première conséquence est stratégique. Beaucoup réévaluent leur exposition aux mécanismes de sanctions et à la dépendance financière. Certains gouvernements renforcent leurs alliances régionales, d'autres accélèrent des discussions avec des partenaires alternatifs afin de réduire leur vulnérabilité. Cette prudence accrue n'est pas un rejet frontal de l'ordre existant, mais une adaptation défensive face à un risque désormais perçu comme concret. Du côté des entreprises, l'impact est plus pragmatique. Les sanctions et l'instabilité politique perturbent les chaînes d'approvisionnement, augmentent les coûts de financement et rendent certains marchés imprévisibles. Les entreprises locales subissent de plein fouet la contraction économique, tandis que les acteurs internationaux hésitent à s'engager dans des environnements soumis à des décisions politiques externes. À moyen terme, cette incertitude freine l'investissement et favorise des stratégies de repli ou de diversification géographique, parfois au détriment du développement local. Pour les citoyens, les conséquences d'Ejmain sont les plus immédiates et les plus visibles. La hausse des prix, la pénurie de biens essentiels et la dégradation des services publics transforment la pression géopolitique en expérience quotidienne. Les chiffres évoqués précédemment sur la pauvreté, l'inflation et la santé prennent ici un visage humain. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Lorsque la sanction devient une condition de vie permanente, elle alimente à la fois la souffrance sociale et un sentiment d'injustice durable, qui peut renforcer la cohésion interne face à une menace perçue comme extérieure. À l'échelle des régions, notamment en Afrique et en Amérique latine, l'épisode agit comme un signal d'alerte. Les pays qui se pensaient relativement à l'abri constatent que la frontière entre alignement et non-alignement est de plus en plus étroite. Cette prise de conscience favorise une solidarité prudente, parfois silencieuse, mais réelle. Des initiatives communes émergent dans les domaines diplomatiques et économiques, non par idéologie, mais par nécessité. Ces quatre niveaux d'impact dessinent un tableau cohérent. L'action initiale, pensée comme un avertissement, déclenche une série d'ajustements qui modifient les comportements bien au-delà de la cible directe. Pour Ibrahim Traoré, c'est là que réside le paradoxe central. En cherchant à affirmer une domination, on incite de nombreux acteurs à repenser leur dépendance et à explorer des voies alternatives. Ainsi, les conséquences concrètes ne se limitent pas à des pertes économiques ou à des tensions diplomatiques. Elles redéfinissent les calculs, les priorités et les solidarités. Ce déplacement progressif des lignes explique pourquoi l'événement est observé avec autant d'attention. Il offre un aperçu des coûts réels et des adaptations possibles dans un monde où la contrainte reste un outil central, mais de moins en moins incontesté. À court et moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent à partir des dynamiques décrites dans le contenu source. Le scénario de base prolonge la situation actuelle. Les sanctions continuent de peser lourdement sur l'économie vénézuélienne, tandis que les États-Unis maintiennent la pression diplomatique. Le gouvernement tient grâce à une combinaison de contrôle interne et de soutien extérieur limité. La population reste exposée à une précarité durable, mais l'effondrement politique annoncé ne se produit pas.
Dans ce cadre, l'influence américaine diminue lentement sans disparaître au profit d'un jeu d'équilibre plus fragmenté. Le scénario optimiste repose sur une accélération de la multipolarité, l'isolement progressif des États-Unis dans certains forums internationaux pousse les puissances émergentes à coopérer davantage. Le Venezuela devient un point de convergence symbolique pour les pays opposés à l'hégémonie unipolaire. Des accords commerciaux régionaux et des mécanismes financiers alternatifs se renforcent, offrant un répit partiel à l'économie. Dans cette hypothèse, l'Afrique et l'Amérique latine gagnent en marge de manœuvre collective, sans pour autant rompre complètement avec l'ordre existant. Ibrahim Traoré voit dans ce scénario la possibilité d'un rééquilibrage progressif plutôt qu'une rupture brutale. Le scénario pessimiste est celui de l'escalade. Face à la résistance persistante, la pression économique s'intensifie et s'accompagne de tensions politiques et sécuritaires accrues. Les sanctions secondaires se multiplient, affectant des pays tiers et accentuant l'instabilité régionale. La situation intérieure du Venezuela se dégrade davantage et le risque de confrontations indirectes augmente. Dans ce contexte, l'interventionnisme devient plus visible au prix d'une polarisation internationale renforcée et d'un coût humain plus élevé. Ces scénarios ne sont pas exclusifs et peuvent se chevaucher partiellement. Ils partagent toutefois un point commun. Aucun ne ramène simplement le système à son état antérieur. Le choix analytique proposé au spectateur est donc moins de prédire l'avenir que de comprendre les leviers à l'œuvre. La clé de lecture est conditionnelle. Si la contrainte reste l'outil principal, alors l'adaptation et la recherche d'alternatives continueront. Si, au contraire, une ouverture diplomatique émerge, elle devra intégrer la réalité d'un monde déjà en transition. Ces dynamiques peuvent sembler lointaines, mais elles produisent des effets indirects qui touchent bien au-delà des pays directement concernés. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas seulement géopolitique, il est aussi économique et social. Lorsque les sanctions perturbent il y a les marchés de l'énergie, des matières premières ou de l'alimentation, les répercussions se diffusent. Les hausses de prix, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et l'incertitude financière deviennent des réalités partagées, même à distance de la zone de crise. Il existe également un impact informationnel. La manière dont ces événements sont présentés, justifiés ou minimisés influence la perception que chacun se fait de la légitimité des actions internationales. Le contenu source montre que le récit dominant tend à simplifier des situations complexes, réduisant des sociétés entières à des symboles politiques. Ibrahim Traoré invite à dépasser cette lecture binaire en rappelant que derrière chaque sanction ou démonstration de force se trouvent des populations ordinaires, rarement consultées mais toujours affectées. Pour certains spectateurs, notamment ceux issus de pays du Sud ou de diasporas concernées, ces événements résonnent de manière plus personnelle. Ils rappellent des expériences passées de dépendance, de pression extérieure ou de choix imposés. Pour d'autres, l'intérêt est plus indirect mais tout aussi réel. Comprendre ces mécanismes permet d'anticiper les évolutions d'un monde où les crises ne restent de plus confinées à une seule région. À ce niveau, la responsabilité n'est pas individuelle au sens strict, mais intellectuelle et civique. S'informer, comparer les récits et questionner les justifications officielles devient une forme minimale d'engagement. Ce n'est pas prendre parti, c'est refuser la passivité face à des décisions qui façonnent l'ordre international. Le lien avec le spectateur se situe donc ici. Saisir que ces événements ne sont pas des anomalies lointaines, mais des signaux d'un système en transformation. Comprendre cette transformation, c'est déjà se donner les moyens de ne pas en être uniquement le spectateur passif. Le contenu source ne se limite pas au constat, il esquisse aussi
des voies d'action possibles pour les pays confrontés à des pressions similaires. D'abord, il s'agit de le renforcement des alliances régionales. En coordonnant leurs politiques commerciales et diplomatiques, les nations d'Afrique et d'Amérique latine peuvent réduire leur isolement individuel. Des blocs plus cohérents augmentent le pouvoir de négociation collectif et limitent l'efficacité des sanctions ciblées, sans nécessiter une confrontation directe. Ensuite, il faut considérer la diversification économique. Dépendre d'un nombre restreint de partenaires ou de secteurs rend les économies vulnérables. Investir dans l'agriculture durable, les technologies locales ou les énergies renouvelables permet de créer des sources de revenus moins exposées aux pressions extérieures. Cette diversification ne produit pas d'effets immédiats, mais elle construit une résilience progressive face aux chocs géopolitiques. Un troisième axe est financier. Le développement de mécanismes alternatifs de paiement et de financement réduit la dépendance au système dominé par une seule puissance. Cela inclut des accords bilatéraux, des monnaies locales ou des cadres régionaux de compensation. Ibrahim Traoré souligne que ces outils ne sont pas des ruptures idéologiques, mais des ajustements pragmatiques visant à préserver une marge de souveraineté. Un quatrième axe concerne la diplomatie multipolaire. Les pays du Sud sont encouragés à coordonner leurs positions dans les institutions internationales afin de peser davantage sur les normes et les décisions collectives. Parler d'une voix plus unie permet de rendre visibles des intérêts souvent marginalisés et de contester des pratiques perçues comme unilatérales. Enfin, à plus long terme, l'éducation et la culture de la souveraineté. Former les jeunes générations à comprendre les mécanismes économiques et géopolitiques renforce la capacité collective à faire des choix informés. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension est essentielle car elle garantit que les stratégies d'autonomie ne dépendent pas uniquement des gouvernements en place, mais s'inscrivent dans une continuité sociale. Ces pistes ne promettent pas une solution rapide. Elles proposent un cadre d'action graduel où chaque pas réduit légèrement la vulnérabilité. Ensemble, elles dessinent une approche pragmatique pour transformer la résistance ponctuelle en capacité durable d'autodétermination. En revenant au fil conducteur de cette analyse, une image s'impose, celle d'un événement pensé comme un avertissement, mais devenu un catalyseur. La capture du président vénézuélien n'a pas seulement marqué une étape de plus dans une longue série de confrontations, elle a cristallisé une prise de conscience diffuse mais profonde. Ce qui était perçu comme une domination incontestable apparaît désormais comme un rapport de force de plus en plus coûteux à maintenir. Ibrahim Traoré incarne cette lecture sans détour. À travers ses prises de position, il ne célèbre pas une victoire immédiate, ni ne promet un renversement rapide de l'ordre mondial. Il met en lumière quelque chose de plus discret, la fin progressive de l'acceptation passive. Pour de nombreux peuples d'Afrique et d'Amérique latine, l'événement vénézuélien agit comme un miroir. Il rappelle des expériences vécues, des pressions subies, mais aussi des capacités de résilience souvent sous-estimées. Le motif qui revient est celui de l'unité contrainte par l'adversité. Les sanctions, les menaces et les démonstrations de force produisent de la souffrance, mais elles produisent aussi des liens, des coordinations et une mémoire commune. Ce tissu fragile ne garantit pas le succès, mais il modifie la trajectoire. Ibrahim Traoré insiste sur ce point central. Ce qui est présenté comme une victoire tactique peut devenir à long terme un aveu de faiblesse stratégique. La phrase qui s'impose alors est simple et lourde de sens. La domination peut imposer le silence, mais elle ne contrôle pas durablement les conséquences. C'est dans cet espace entre contrainte et éveil collectif que se joue la transformation en cours. Au terme de ce parcours, une conclusion s'impose sans s'imposer brutalement. L'épisode analysé
n'est ni un cas isolé, ni une parenthèse rapidement refermée. Il s'inscrit dans une transformation plus large des rapports de force où les décisions prises par quelques acteurs produisent des effets diffus, parfois imprévus, sur des sociétés entières. Dans ce contexte, la tentation est grande de réduire ces événements à un affrontement lointain entre États ou dirigeants. Pourtant, le contenu source suggère une autre lecture. Ce qui est en jeu dépasse les figures politiques et les stratégies diplomatiques. Il s'agit de souveraineté, de dignité collective et de la capacité des peuples à peser, même indirectement, sur l'ordre qui les encadre. Ibrahim Traoré apparaît d'ici moins comme un protagoniste que comme un révélateur d'un questionnement partagé de Dakar à Caracas sur la manière dont le pouvoir s'exerce et se justifie. L'invitation finale n'est donc pas à l'adhésion, mais à la réflexion. Observer ces dynamiques, les comparer à d'autres épisodes historiques et interroger leur justification permet de sortir d'une lecture passive. Le débat sur la multipolarité, la légitimité des sanctions et les alternatives possibles ne se joue pas uniquement dans les sommets internationaux, mais aussi dans la façon dont ces récits sont compris et discutés. La question reste ouverte. Dans un monde où la contrainte demeure un outil central, quelle place peut encore être donnée au choix, au dialogue et à l'autodétermination réelle des sociétés concernées? Ah bon, si